Armelle, Bonjour, j'espère que vous allez bien. je vais très bien, merci. Nous venons de voir des images de vous en train de préparer la foire africaine du bio. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images? Alors, c'est un sentiment de satisfaction, c'est aussi une part de fierté. Voilà, c'est de la reconnaissance aussi. Il faudra dire que cet événement n'aura pas été une mince affaire, c'est-à-dire au niveau off, au niveau de l'organisation et tout. Et finalement, on a pu le faire et puis voilà, on ne peut qu'être fiers de nos petits pas. D'accord. Comment s'est déroulé l'événement? Ça a été quoi l'ambiance? Ça a été quoi les activités? Alors, pour l'ambiance, à l'ouverture, nous avons eu voilà, un orchestre, un très bel orchestre quand même. Ensuite, nous avons eu des stands, nous avons eu l'auditorium, le panel autour de l'agriculture et de l'environnement. Nous avons eu aussi un atelier sur les technologies agroalimentaires, voilà, délivré par l'ARATI qui a été l'un de nos partenaires. Et voilà, ça s'est très bien passé. Nous avons eu aussi des jeux éducatifs autour de l'écologie. Donc, c'était plutôt bien dans l'ensemble. D'accord. Parlons de panel. Nous allons suivre maintenant un reportage qui nous présentera, qui nous montrera les différentes interventions de nos panélistes. Après visionnage donc de ce reportage, nous sommes à même de nous demander, chère Amel, en quoi le livre peut contribuer à la promotion du bio. Eh bien, le livre fait partie des outils d'éducation pédagogique. C'est un bon moyen aussi, d'autant plus que ces dernières années-là, il y a une sensibilisation, il y a un intérêt voilà, que des acteurs tels que notre panéliste, Madame Amélie Ondia, portent à l'initiation à la lecture. Et on se dit, pour une thématique ou bien pour une problématique telle que l'environnement et voilà, l'écologie, mais aussi l'agriculture, il est intéressant que ce combat-là puisse être porté aussi par des écrivains. À travers la lecture, l'enfant peut apprendre. À travers la lecture, l'enfant peut comprendre également. Et voilà, c'est tout comme tous les moyens de promotion et voilà, de valorisation de l'agriculture, l'écologie. Voilà, le livre aussi a sa place dans les outils de communication que nous utilisons dans la lutte que nous menons. Ok. En gros, cette partie-là, elle ne concernait en fait que les plus jeunes. C'est ça? Autant les plus jeunes que les adultes, mais on se dit de manière didactique, c'est beaucoup plus facile de transmettre un message à un enfant, surtout pour ceux qui aiment lire. Sinon, ça concerne autant les plus jeunes que les adultes. L'adulte également, quand il lit un livre sur l'environnement, sur le recyclage, il peut aussi s'y retrouver. Donc, mais en premier, lorsque nos écrivains voilà, s'intéressent à l'agriculture dans leurs ouvrages, ils ciblent déjà les plus jeunes. Parlons maintenant des acteurs. Par acteurs, j'entends agriculteurs et commerçants. Comment pouvons-nous les sensibiliser et les aider à produire et vendre uniquement du bio? J'ai pour habitude de dire que quand on ne sait pas, on ne fait pas. Ces agriculteurs-là n'ont pas l'information déjà. Donc, ce serait au niveau, dans un premier temps, du ministère de l'Agriculture. Je pense qu'ils le feront très certainement, de prendre l'initiative d'aller dans des régions reculées, de même s'intéresser à cela sur toute une année dédiée à la sensibilisation dans des régions reculées auprès de nos agriculteurs, leur expliquer dans des termes qu'ils comprennent pourquoi et comment ils doivent voilà, produire bio. Déjà, parce qu'il y a des facteurs en jeu qui sont sanitaires et qui sont écologiques. Mhm.
Il y a des facteurs également qui sont économiques, d'autant plus que la Côte d'Ivoire est économiquement basée sur l'agriculture. Donc, leur faire comprendre ça par des sensibilisations, mais aussi de manière plus technique, leur apprendre voilà, comment ils peuvent produire bio. Donc, il faut joindre et la sensibilisation et la pratique à ce type de campagne. Concernant nos commerçants, autant les consommateurs ont une responsabilité, celle de remettre à l'ordre nos commerçants, nos dames des marchés, autant nous les acteurs de promotion d'une agriculture saine, nous avons aussi la responsabilité de sensibiliser nos mamans des marchés sur les produits qu'elles proposent en consommation à la population. D'accord. Il y a certains, que ce soit agriculteurs ou commerçants, qui ont la bonne information, qui savent que les produits qu'ils utilisent ne sont pas forcément adéquats pour notre santé, mais qui s'efforcent quand même de les utiliser. Quelles sont les mesures qui sont prises face à ce genre de cas? Déjà, c'est de la mauvaise foi et c'est un mal qu'ils se font à eux-mêmes. Parce qu'ils sont certes agriculteurs ou commerçants, mais ils sont aussi consommateurs. Leurs enfants le sont aussi. Donc, si vous voulez, l'essentiel même du combat, c'est ça. Et leur expliquer que les produits que vous commercialisez ou que vous produisez, là, vos enfants vont aussi les consommer. Et quand on sait aussi les difficultés qu'ils rencontrent dans ce secteur-là, ils n'ont pas vraiment de choix. Plus c'est moins cher, plus pour leur bourse, ça leur convient. Donc, il y a aussi la responsabilité des entreprises, des sociétés qui vendent, qui font la production d'engrais, voilà, de se dire, on est tous dans un combat de bio. Et donc, pour faciliter la tâche aux agriculteurs, voilà, on va leur proposer des produits bio, mais à des coûts qu'ils peuvent amorcer. Donc, c'est une responsabilité collective pour pallier à ça. Et puis, il y a le rôle aussi du ministère de l'Agriculture. Je pense qu'il faut une brigade pour ça, voilà, pour mieux, si vous voulez, pour mieux structurer le combat, il faut vraiment une brigade pour ça, au niveau de la qualité. Pas seulement la sensibilisation, parce qu'on peut dire à une personne, si tu utilises ce produit-là, tu auras ça, ça et ça. Il a compris, mais après, on tourne le dos. Est-ce que vraiment il fera ce qu'on a dit? C'est pour ça que je dis qu'il faut une brigade de consommation. Une brigade initiée. Je ne sais pas ici s'il y a, un réseau de consommateurs, mais qui doit travailler en étroite collaboration avec le ministère de l'Agriculture et aussi de l'Environnement. Donc c'est tout un ensemble de choses. Moi, en tant que consommateur, j'arrive au marché et je vois des bananes qui sont... Enfin, je n'arrive pas forcément à distinguer ce qui est bio de ce qui ne l'est pas. Comment m'éduquer, moi, en tant que consommateur, à contraindre le vendeur à vendre uniquement du bio? Déjà, au niveau des produits de consommation, il faut savoir que tous les consommateurs ne savent pas reconnaître si une banane n'est pas bio, si une tomate n'est pas naturelle et tout. Donc, il y a aussi le rôle des ingénieurs agronomes. Je trouve qu'il ferait bien de s'ériger, je ne sais pas, en groupement pour mener aussi ce combat de sensibilisation chez nos agriculteurs et chez nos commerçants. Donc, pour revenir à ça, je me dis que si je suis un commerçant et que les produits que je propose ne sont pas achetés, je vais les améliorer normalement. La responsabilité du consommateur est de se dire que si lui, il a le recul pour reconnaître ou les compétences, l'aptitude pour reconnaître un produit qui n'est pas bio, qu'il puisse faire comprendre au vendeur en face de lui que ton produit est nocif autant pour ta santé que pour moi. Je ne l'achèterai pas parce qu'il n'est pas naturel, il n'est pas bon tout simplement. C'est là le plus grand enjeu ici, c'est vraiment la santé. Parce que vous remarquerez que ces dernières années, il y a eu tellement de personnes qui ont souffert d'AVC et tout. Donc, il y a la responsabilité du consommateur et du commerçant. D'accord. À ce stade-là, quel type de projet, parce qu'il y a eu forcément des formations pendant la foire, quel type de projet les établissements scolaires peuvent mettre en place pour promouvoir le bio? Alors, il y a l'un des programmes de la foire, je disais tantôt, nous avons eu un atelier sur les technologies
transformateurs. Il y a un des programmes de la foire qui s'étendra en début d'année 2024 jusqu'au mois de juillet 2024. Alors, on a initié l'AEAC. Donc, c'est l'atelier des écoliers, écolos et agro-transformateurs de Côte d'Ivoire. C'est un programme extrait de la foire. Ça a pour but d'initier nos étudiants, nos élèves, nos plus jeunes, déjà à s'intéresser à l'agriculture, mais également à s'intéresser à tout ce qui est industrie de transformation. Parce que je pense, à juste titre, qu'un pays, une nation qui se développe ne se développe pas sans ses industries. C'est clair. Voilà. Et il faut inculquer cette notion d'industrialisation dès le plus jeune âge. Le jeune âge où on peut retrouver au groupement énormément d'enfants, c'est dans des établissements scolaires. Donc on fait l'AEAC. Déjà, ils apprendront à transformer, à produire leur propre aliment de consommation au quotidien. Vous remarquerez, on a eu pour la fois des produits qui ont été transformés comme le lait de cajou. Il y a eu aussi l'ananas. Je pense bien. Donc, On allait justement en parler, mais un peu plus tard dans notre causerie. Alors, il y a eu également des ateliers, dont un où on voyait la noix de cajou, ananas, donc, en train d'être transformée en du lait. Et dans une autre partie, où on voyait la papaye dont on préparait la confiture. N'est-ce pas? Oui. Voilà, on va aller regarder des images de ces formations-là, puis on revient. Après visionnage de cette vidéo où on voit la préparation de la confiture de papaye, quel effet, selon vous, ces ateliers ont eu sur les participants? On a eu de très bons retours. D'ailleurs, l'AEAC a été initiée après le retour et des parents de ces étudiants qui ont participé et des étudiants eux-mêmes. Il faut dire que malheureusement, j'aurais voulu que l'apprentissage ou l'initiation à l'agro-transformation soit initié dans nos écoles, fasse partie d'une matière. Tout ce qui est intérêt sur l'agriculture. Et c'est ce que nous allons apporter comme pierre. On a eu de très bons retours. Il y a des enfants qui n'avaient jamais même vu la noix de cajou. Oui. Et ils étaient plutôt très, très satisfaits. Et on s'est dit, ça c'est un moyen assez efficace de mener le combat, en fait. On s'est dit, on va le faire avec les établissements scolaires. Dans ces établissements-là, ces enfants pourront travailler sur des produits tels que le chocolat, pourront eux-mêmes transformer leur propre chocolat, ils pourront travailler le café et le cacao, les VA même à long terme. Et ça a été vraiment un très bel atelier. Enfin, ce sont les feedbacks que vous avez reçus. Nous, on va vous montrer maintenant des images, des vidéos où on voit des participants en train de donner leurs impressions sur la foire africaine. Avec plaisir. Puis on revient. Plutôt de ce combat, en fait, ma participation en tant que bibliothécaire ici, mais aussi au quotidien auprès des enfants, c'est d'utiliser donc le livre comme média pour transmettre en fait des idées de protection de l'environnement qui sont contenues dans les ouvrages. Donc, collecter les informations et les retransmettre aux enfants principalement, puisque c'est mes filles, leur retransmettre les idées qui sont émises dans les livres. Avec cette foire africaine du bio, nous avons eu l'occasion de sensibiliser un public jeune sur l'importance pour ces jeunes-là qui sont en phase de formation, d'apprentissage, de pouvoir vraiment se former, s'informer sur ce que c'est que les pesticides chimiques et leurs conséquences, sur aussi l'alternative que nous proposons qui est l'agroécologie, sur les avantages de l'agroécologie afin qu'ils soient à même
de pouvoir mieux comprendre ces concepts-là et adopter aussi, s'engager à défendre l'agroécologie, à promouvoir l'agroécologie. Après avoir regardé ces bouts de vidéo, Armel, que ressentez-vous? Je suis plutôt contente. Je remercie déjà l'AEAC, l'ARATSI, donc artisan agro-transformateur de Côte d'Ivoire, avec à sa tête Monsieur Niaé, Monsieur Yves Niaé, qui ont délivré cette formation-là. Il faut dire que l'AEAC, parce que c'est très important, vu que c'est avec eux qu'on va travailler aussi sur... Pardon, l'ARATSI, c'est avec eux qu'on va travailler sur l'AEAC. Voilà, c'est une organisation qui est habilitée à délivrer des certificats professionnels de formation sur les technologies agroalimentaires. Ils le font déjà avec des entreprises légalement constituées, donc leurs certificats sont valides. Pourquoi je parle de certificats? Parce que pendant cet atelier, justement, nous avons délivré des certificats de participation, des certificats de formation. Donc, on continuera avec eux autant avec l'AEAC. Et dans les établissements scolaires où nous ferons nos semestres, parce que ça va se réger en semestre, mais à la fin de ces formations-là, parce que c'est aussi des formations, les participants recevront des certificats professionnels de formation durant l'AEAC. Et vous, quel a été votre moment le plus spécial durant votre événement? Ça a été l'auditorium. C'est vrai que l'atelier, c'était particulier. J'étais très contente d'ailleurs. Parce qu'il y avait les enfants les enfants, les jeunes et tout, parce qu'on avait une bonne panoplie d'âge qui étaient intéressés à ça. Chacun voulait participer pour avec les retours de l'engouement. Donc c'était plutôt super. Et ce qui aussi m'a beaucoup plu pendant l'événement, il y a aussi eu les jeux, hein, avec Monsieur Métro sur des jeux écologiques. Pendant l'atelier, la salle de l'auditorium était pleine de jeunes qui étaient attentifs aux problématiques écologiques, environnementales et agricoles. Moi, c'est vraiment le but de la foire africaine du bio. Et quand j'ai vu qu'on avait atteint ce but-là, pour moi, c'était parfait. Il y avait nos partenaires, il y avait surtout des Cispixi qui nous suivent depuis les produits, depuis, comment dirais-je, Wabé Santé Bien-être, parce que Wabé, c'est un groupe. Depuis aussi la conférence de presse de la foire et aussi pendant la foire africaine. C'est d'ailleurs d'eux que nous viennent ce très beau reportage. Donc j'étais satisfaite de voir nos partenaires, de voir nos invités, de voir l'établissement Enco Riviera. Je salue au passage Madame Tapé et Monsieur Yao en scène, qui ont participé, qui ont répondu massivement et c'était une très très belle expérience. Forcément, pour atteindre un tel objectif, il y a des défis. Quels ont été les vôtres? Pas que. Faut dire que quand on se lève et qu'on, entre guillemets, qu'on n'est pas une personne influente, qu'on n'a pas les ressources qu'il faut pour un tel projet, forcément, ça va être compliqué. Déjà, il faut savoir qu'à moins d'un mois, on va dire qu'on entrait dans le mois de septembre, on n'avait toujours pas d'espace, donc la pression, ça montait. Ça a été ça a été une épreuve, mais voilà, aujourd'hui j'ai du recul et je me dis, peut-être qu'il y a 5 ans en arrière, si on m'avait mis devant la situation, je pense que j'aurais dit non, je ne peux pas le faire. Mais maintenant que j'ai fini de le faire, je me dis, waouh, ça a été quelque chose. Voilà, c'était assez particulier. Les autres problématiques aussi, surtout, c'est que comme il faut s'y attendre, quand on a un projet, et qu'on le porte, qu'on comprend les enjeux. J'ai été voir des institutions, des ministères, des entreprises qui n'ont pas forcément répondu présentes, qui n'ont pas peut-être vu l'ampleur, vu la chose comme moi je la voyais. Ça peut se comprendre, on a tous une perception de ce combat-là différente. Donc là, avoue que quand vous avez un projet sur lequel vous travaillez depuis plus d'1 an et que vous avez une lueur d'espoir, que vous approchez de ministères, etc., et que vous n'avez pas forcément de suite, on est pris d'un certain découragement. Mais tout de suite, quand on a en vision les objectifs qu'on veut atteindre, on se redonne soi-même du courage, on se revigore soi-même. Et puis, on va au front, comme on dit.
Donc, voilà, c'est une petite anecdote. À la veille de la conférence de presse, je pense que c'était le 16 septembre, j'étais tellement prise de stress et tout, je me suis Panique, évanouie peur. de peur. Moi, j'avais peur du vide. Du vide, pourquoi? Parce que moi, j'ai déjà eu écho de grands événements aujourd'hui, mais qui ont débuté dans la difficulté, où la personne a fait son événement, il n'y avait personne sur l'espace. Donc moi, j'avais peur du vide. J'avais peur que le jour J, je me retrouve avec 2 ou 3 personnes, mieux même qu'il n'y ait personne. Donc ça me mettait une sorte de stress et j'ai dit aux gens qu'on va faire ci, qu'on va faire ça. Moi, j'ai un principe. J'estime qu'un être humain en général n'a de valeur qu'au respect de sa parole. Quand on dit quelque chose, pardon, il faut que ce soit suivi d'actes. Donc, tout ce stress-là et tout, j'étais une fois dans ma chambre, heureusement que j'avais ma tante avec moi. J'avais la montée avec l'espace qu'on n'avait pas encore acquéri et tout, on ne commençait pas encore la communication. J'ai senti une forte douleur au niveau de la tête et j'ai perdu connaissance. Après, je me suis dit, c'était la veille, c'était le 15 septembre. Donc, j'étais Moi, je sors de là, épuisée. je dis, je sais qui, c'est bon. Mais oui! D'ailleurs, il y a quelques jours, je me disais, je vais organiser un arbre de Noël. Et puis, je me suis dit, je suis fatiguée de L'année prochaine encore. l'année prochaine. Surtout qu'en janvier, on doit démarrer la UAC. Donc, c'est encore plus de stress. Bon, pas de stress comme pour l'événement, mais il faut vraiment être sur le terrain. On aura un module, c'est un trimestre. Donc, un module par mois. Il faut tenir ces modules-là et tout. Donc, Et voilà. quels seront les modules pour anticiper? Eh bien, déjà, on travaillera sur la noix de cajou. On travaillera aussi sur la tomate, entre autres, sur l'ananas également, pour le premier trimestre. Et à la fin de chaque trimestre, il y aura des cérémonies de graduates. Donc, les personnes qui auront réussi à valider leur module du trimestre, on organisera une cérémonie, voilà, avec des représentants de médias. Et on fera des cérémonies de remise de certificats de fin de formation professionnelle, voilà, à nos apprenants. Et nous, on vous dit bravo parce que la première édition de la FAB, de la Foire africaine du bio, a été un succès. Merci. Et on vous connaît très rêveuse. On va anticiper en même temps, on va parler en même temps de la prochaine édition de la Foire africaine du bio. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire à la prochaine édition? Eh bien, à la prochaine édition, on va faire un programme qu'on n'a pas pu faire lors de la première édition. C'était la parade des agriculteurs. Donc, ça aurait été un défilé où nos agriculteurs auront pu, si vous voulez, célébrer cette foire-là, avec en main ce qu'ils cultivent de manière distincte. Mais ça n'a pas pu se faire parce qu'à Bingerville, on a un problème. Et si vous me permettez, c'est vraiment important qu'on puisse relayer ça. Bingerville était à la base un village, on le sait tous. Il y avait des plantations, il y avait des agriculteurs. Avec le temps, l'immobilier a pris la place des plantations. Certains agriculteurs, qui ne sont pas très lettrés, ont vendu leurs terres. Sachant que quand il n'y a pas d'agriculture dans un territoire, le territoire forcément n'est pas autosuffisant de manière alimentaire. C'est pourquoi, c'est ce qui explique d'ailleurs qu'au marché de Bingerville, tout est cher, comme on dit. Le marché de Bingerville est plus cher que le marché de Cocorico, par exemple. Donc, l'immobilier a pris la place de l'agriculture. Donc, on n'a même pas pu avoir d'agriculteurs pour la parade. Moi, j'ai discuté avec une représentation du ministère de l'Agriculture à Bingerville. Ils m'ont dit, nous, on aimerait bien vous mettre en contact avec les agriculteurs ici à Bingerville. Et il n'y en a pas. Donc, on n'a pas pu faire notre parade. Et donc, pour la prochaine édition, j'espère qu'on pourra la faire. Parce que la fois, à chaque fois, c'est dans un endroit différent. Principalement, c'est dans des pays différents à chaque fois la fois. Mais on s'est dit, on fait une édition chez nous, on fait une seconde édition chez nous, peut-être une troisième. Et là, maintenant, lorsqu'on maîtrise tous les paramètres de notre projet, de notre événement, on l'exporte. Et on est en train d'apprendre l'anglais d'abord pour aller faire ça, soit au Ghana ou au Nigeria, parce que, ouais, c'est très bien de le faire dans des pays anglophones, pardon, mais on va aller dire quoi. Voilà. Quoi? Notre lexique.
En anglais, ça se limite à How are you? I'm fine, c'est tout. Fine, thank you. Very good. Very good. Tout ce qu'il va nous dire, ouais, c'est very good. D'accord, justement, parlons de projet. Est-ce qu'à part la femme et l'atelier que vous prévoyez de faire en janvier 2024, vous avez d'autres projets ou d'autres initiatives toujours en rapport avec le Il faut dire que l'AEAC, sur le long terme, je prévois de le faire en école agricole. une école agricole? Une école agricole. D'accord. Où les apprenants pourront venir et, comment dirais-je, apprendre à produire eux-mêmes, c'est-à-dire les semences, tout ce qui est en rapport avec l'agriculture en elle-même. Et ensuite, apprendre à transformer leurs produits. Par la suite, apprendre aussi sur l'emballage de leurs produits. Moi, mon objectif, c'est vraiment participer à promouvoir l'industrialisation des secteurs. Je tiens vraiment à ça. Dans quelques années, la promotion, les jeunes que nous essayons aujourd'hui de sensibiliser sur ce secteur-là, seront eux qui vont vraiment faire changer les choses. C'est vrai que nous, on mène des actions, mais ceux qui vont vraiment faire changer les choses, et j'insiste dessus, ce sont ces jeunes-là. Et c'est pourquoi je tiens à saluer l'initiative de jeunes filles de l'établissement Enco Riviera qui ont fait le potager, qui ont fait un potager pour leur école. Donc, c'est un mouvement où ils pourront aider à participer à intéresser leurs camarades sur l'intérêt de semer, de produire ce genre de choses. C'est très encourageant sur l'agriculture. Donc, oui, faire une école agricole, mais aussi, on aura une campagne, comme je le disais tantôt, qu'on va initier de sensibilisation dans les régions reculées du pays, et pourquoi pas de pays alentours. Donc, aller dans ces régions-là, expliquer pourquoi et comment les agriculteurs doivent produire bio et aussi leur apporter notre modeste contribution. Donc, je fais référence à tout ce qui relève de l'activité agricole, des semences, du matériel, ce type de choses. C'est vraiment ça que j'aimerais que nous puissions faire pour la seconde édition. Et ça ne se fera pas sans des partenaires. Et j'espère pouvoir compter cette fois-ci sur le ministère de l'Agriculture pour nous encourager, parce que ce secteur-là, il les concerne, sur le ministère également de l'Environnement, le ministère de la Jeunesse. D'accord. On veut sentir les milliards dans ce projet-là. Nous tirons pratiquement vers la fin de l'émission, de notre entrevue. Quel est votre mot de fin? Alors, remercier le partenaire. Je suis très reconnaissante envers mes partenaires. Parce que tout ce qu'on a pu faire au niveau des médias, par exemple, ça a été grâce à nos partenaires. Donc, merci à D6 Pixie qui nous a accompagnés. Merci à l'entreprise Comné. Merci au Conseil national des droits de l'homme. Et merci à Madame Pauline Zeyi de l'INADES qui nous a fortement encouragés sur ce projet-là. Franchement, merci à l'ARATI et à tous nos partenaires. Et j'espère compter également sur eux pour la prochaine émission. Et nous, on vous dit merci d'avoir répondu présente. Merci à vous. En attendant la prochaine édition de la Foire africaine du bio, nous vous remercions de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. D'ici là, n'oubliez pas de conserver l'environnement et n'oubliez pas d'être heureux. Bye bye!